Bonjour à tous. Donc on va commencer par parler de la corticothérapie en néonatologie. Donc de la place de cette corticothérapie à la fois, on va aborder rapidement l'anténatal et surtout le postnatal. Et donc ces indications qui sont essentiellement donc, des indications chez le nouveau-né prématuré. Donc on verra tout d'abord l'indication dans les troubles hémodynamiques et puis dans une deuxième partie les indications à visée de pulmonaire, donc rapidement la corticothérapie en anténatale, quelles sont les questions qu'on peut encore aujourd'hui se poser, et la corticothérapie dans le traitement de la dysplasie bronchopulmonaire, où là on tentera un petit peu de faire le point sur cette thérapeutique qui est encore un sujet très passionnel aujourd'hui en néonatologie, puis on essaiera de voir quelles sont les pratiques consensuelles qui peuvent, si tant est qu'on y arrive, se dégager aujourd'hui à la lumière des derniers éléments de la littérature. Donc sur le plan hémodynamique, le nouveau-né prématuré peut être considéré comme en situation d'insuffisance surrénale, en tout cas c'est un risque, du fait de l'immaturité de la glande surrénale et des enzymes qui vont aboutir à la production du cortisol. Il y a aussi une immaturité de l'axe hypothalamo-surrénalien qui est liée en fait à une inhibition de cet axe par le cortisol maternel. Donc cette situation en termes de physiopathologie, elle se traduit dans les pratiques cliniques par ici une évaluation de l'efficacité en fait d'un traitement par hémisuccinate donné sur une population de nouveau-nés prématurés. Donc ça, ici, vous avez en donné les tensions artérielles et on voit que au moment de l'administration de l'hémisuccinate, dans les 2 heures et dans les 4 heures après, on a une augmentation significative de la pression artérielle de ces enfants qui étaient en situation d'échec de traitement avec une hypotension réfractaire puisqu'ils étaient déjà sous traitement avec des inotropes. Donc ces éléments ont été confirmés par d'autres études et ont fait l'objet d'une méta-analyse. La dernière donc, sur ce sujet date de 2011. Et là, vous voyez l'item échec de traitement hémodynamique. Et on voit que dans le groupe qui va recevoir des corticoïdes par rapport au placebo, il y a une diminution du risque d'échec de traitement. Et donc sur ces données-là, qui sont relativement peu nombreuses en termes de nombre de patients traités, la Cochrane a établi qu'il n'y avait pas d'indication en première intention de l'hémisuccinate d'hydrocortisone, mais par contre, il y a une efficacité prouvée d'un traitement par hydrocortisone ou dexaméthasone chez l'enfant en situation d'hypotension réfractaire, donc ça veut dire déjà traité par inotrope. Sur ces éléments-là, il n'y avait pas d'effet délétère rapporté à court terme, mais comme toujours, la prudence fait que ces données ont été jugées insuffisantes pour le recommander en routine. Dans les pratiques de service, c'est quand même maintenant un traitement qui est bien validé. Donc le traitement par hydrocortisone chez le nouveau-né prématuré en situation d'hypotension réfractaire. Donc là, à titre d'exemple, je vous ai présenté le protocole de notre service. Où la posologie qu'on utilise, c'est des doses substitutives physiologiques d'hémisuccinate. On est à 1 mg kg, donné toutes les 4 à 6 heures en IVD à la phase aiguë. Et souvent, on a besoin de 2-3 jours pour arrêter le traitement en diminuant progressivement l'intervalle des doses. Donc ça, c'est ce qui fait assez consensus sur le traitement à visée hémodynamique. On va passer maintenant au traitement à visée pulmonaire. Et là, c'est un sujet qui est passionnel encore aujourd'hui. Et si on veut résumer rapidement l'histoire, on est passé de l'ère d'un triomphe avec l'avènement de la bêtaméthasone donnée en anténatal à visée maturative, qui est enchaîné avec l'engouement qu'on a eu pour un traitement par dexaméthasone chez le nouveau-né en postnatal, pour améliorer et réduire la dysplasie bronchopulmonaire, jusqu'aux constatations qu'on a faites des effets neurologiques délétères de la dexaméthasone quand on a évalué à distance le devenir de ces enfants. Donc pour certains, on est passé d'un triomphe à une tragédie, et donc ce qui fait dire pour certains que les corticoïdes en postnatal a été une des plus grandes catastrophes en néonatologie
de la fin des années 80-90. Alors, le bénéfice anténatal, il a été décrit par Liggins dans la fin des années 60. Donc, on ne va pas passer trop de temps dessus. Donc, l'efficacité, elle a été bien validée avant 34 semaines. Elle permet de réduire la maladie des membres myélines. Elle ne permet pas, et ça n'a jamais été montré, donc elle ne permet pas de réduire le taux de dysplasie bronchopulmonaire. Par contre, elle a des effets sur d'autres organes en termes de réduction des hémorragies intraventriculaires, réduction des entérocolites ulcéro-nécrosantes, tout ça aboutissant à un effet quand même très bénéfique en termes de réduction de la mortalité néonatale chez cette population des moins de 34 semaines. Après 34 semaines, sur les données qu'on avait donc en 2006, il n'a jamais été démontré qu'il y avait un bénéfice à cette corticothérapie anténatale. Donc, cette corticothérapie anténatale, elle n'est pas du tout remise en question. On peut considérer que c'est un des progrès les plus importants en périnatalité qui a été fait, mais il y a quand même des questions qui continuent à se poser. Et récemment, il y a 2 études importantes qui ont posé 2 questions. D'une part, réellement, n'y a-t-il pas un bénéfice au-delà de 34 semaines? Et 2, quelle est la posologie optimale qu'on pourrait proposer? Est-ce qu'on pourrait remettre en question la posologie? Donc le bénéfice au-delà de 34 semaines, pourquoi c'est important de s'intéresser à cette population? C'est une population qui est extrêmement nombreuse, puisque ça représente à peu près 3/4 des enfants qui vont naître prématurément, et à peu près 12% des naissances. Donc, ça a été une question récemment reposée, et pour cela, il y a une étude qui a été designée spécifiquement dans cette population d'intérêt. Donc, c'est une grande étude randomisée contrôlée des femmes traitées entre 34 et 36 semaines. Et vous voyez que dans le groupe qui a été traité en anténatal par bêta-méthazone, on a une réduction une amélioration en fait du devenir respiratoire, avec une réduction du support respiratoire qui a été nécessaire au cours des 3 premiers jours de vie, notamment en termes de réduction de la CPAP. Il y a une réduction aussi de la dysplasie bronchopulmonaire, il y a une réduction du recours aux surfactants, donc des éléments en faveur de cette corticothérapie. Cependant, l'incidence de ces événements est relativement faible, et donc malgré le fait que la corticothérapie anténatale semble montrer un bénéfice sur cette population d'après 34 semaines, il faut quand même regarder en parallèle les conséquences que ça implique par rapport au traitement. Donc ça, c'est ce qui est figuré ici, c'est en fait le nombre de patients à traiter par rapport au terme pour ici éviter un traitement par surfactant. Et vous voyez qu'à 34 semaines, on a besoin de traiter environ 50 femmes pour éviter un traitement par surfactant, et qu'à 35 semaines, on a besoin de traiter 120 femmes pour éviter un traitement en surfactant, en sachant que ces enfants qui vont avoir besoin d'un surfactant, globalement, sont des enfants qui ont un excellent pronostic sur le plan respiratoire. Du coup, les éléments à intégrer pour proposer une extension de la corticothérapie au-delà de 34 semaines sont complexes, et chaque équipe un petit peu s'approprie ce bénéfice, et souvent les équipes obstétricales vont proposer une attitude un peu prudente en proposant de réserver cette corticothérapie après 34 semaines pour les termes près de 34 semaines, ou pour les situations à risque de détresse respiratoire, comme les césariennes avant travail, ou le diabète maternel, ou le retard de croissance intra-utérin. Il faut rappeler quand même que l'axe d'amélioration de ces situations, c'est quand même la prévention, et rappeler que l'importance d'éviter toutes les césariennes qui peuvent être faites avant 39 semaines, en dehors des situations d'urgence ou situations médicales nécessaires. Pardon. L'autre axe d'évaluation en fait, des pratiques de la corticothérapie anténatale, c'est la dose. Depuis le bénéfice montré par Liggins, on n'a pas réévalué en fait, la dose efficacité. On a même eu certaines inquiétudes à la fin des années au début des années 2000, puisque sur les femmes qui recevaient de façon itérative les doses anténatales de corticoïdes, on avait montré qu'il y avait un effet
délétère en termes de réduction de la croissance cérébrale. Donc maintenant, les recommandations sont de faire une, voire au maximum 2 doses, deux cures de corticoïdes en anténatal. Et donc cette étude-là se propose de remettre en question la posologie, en proposant une étude randomisée contrôlée qui va évaluer une injection versus 2 injections pour l'efficacité de la corticothérapie anténatale. Donc ça, c'est une étude en cours, donc je ne donnerai pas les résultats, mais qui peut peut-être faire changer les pratiques. Donc voilà pour la corticothérapie anténatale. Maintenant, on va aborder la corticothérapie postnatale dans le traitement de la dysplasie bronchopulmonaire. Alors, vous vous rappelez ce que c'est que la dysplasie bronchopulmonaire historiquement. Donc la première description était fin des années 70, et donc ça concernait des enfants relativement matures, avec une prise en charge qui était extrêmement agressive de ventilation à haute pression, d'oxygénothérapie, et une maladie grave qui évoluait d'un seul tenant, avec des radios très, très remaniées, comme vous pouvez voir là, et des enfants qui étaient souvent dépendants d'une ventilation invasive avec une oxygénothérapie prolongée très, très longtemps. Sur le plan physiopathologie, cette dysplasie bronchopulmonaire correspond en fait à une évolution vers une maladie chronique d'une maladie des membranes hyalines à la naissance, sur un poumon immature, et donc secondaire à des agressions multiples. Là, on a en anténatal les infections, et en postnatal, on a divers phénomènes d'agression que sont les infections postnatales, la ventilation mécanique, l'oxygénothérapie et d'autres éléments qu'on connaît de persistance du canal, de déficit nutritionnel. Tous ces éléments, donc le facteur actif sur cette membrane alvéolo-capillaire, ça va être une inflammation. Et donc, naturellement, la cible thérapeutique, ça va être d'essayer de limiter cette inflammation. Et donc, pour ça, les corticoïdes sont éventuellement effectivement une molécule de choix pour réduire cette inflammation à l'origine de la dysplasie bronchopulmonaire. Donc ces constatations, à la fin des années 90, ont conduit à commencer à évaluer le bénéfice d'une corticothérapie postnatale avec différentes modalités de traitement, des traitements précoces, des traitements plus débutés, plus tardifs, avec des schémas de plus ou moins prolongés, qui ont montré rapidement un bénéfice en termes de diminution des besoins d'oxygène, de réduction de la ventilation mécanique. Il y a même ce qu'on appelle le fameux protocole Cummins, qui en 89 avait évalué une corticothérapie très prolongée de 42 jours sur des enfants prématurés, et qui avait montré une amélioration de leur devenir respiratoire. Et à partir de cette date-là, on peut dire qu'il y a eu une extension très rapide des pratiques de traitement des enfants en réanimation néonatale par des corticoïdes. Alors pour certains, ce protocole Cummins a été le protocole Cummins originel, c'est-à-dire ça a été un petit peu le facteur déclenchant de cette pratique très répandue. Ça jusqu'aux années, on va dire 2002, où coup de tonnerre, il y a cette méta-analyse qui paraît à l'idée en 2002, qui certes a repris toutes les études avec différents schémas de corticothérapie postnatale, qui a donc confirmé le bénéfice en termes d'amélioration du pronostic respiratoire sur la dysplasie à 36 semaines ou le critère combiné d'essai et dysplasie, mais qui a révélé en fait, mis au grand jour, les effets maléfiques neurologiques avec pour tous les schémas thérapeutiques, en fait, une augmentation de l'infirmité motrice cérébrale, qui correspond pour les Américains à la paralysie cérébrale, des conséquences motrices et associées éventuellement à cognitives, et donc montrer pour la première fois une aggravation de l'évolution respiratoire neurologique chez les enfants traités par corticoïdes, avec également une atteinte d'augmentation de la rétinopathie sévère. Donc, à partir de cette date 2002, les sociétés savantes ont émis un message de ne pas recommander, on va dire de déconseiller la corticothérapie systémique pour la prévention ou le traitement de la dysplasie. Et on voit dans les analyses de pratique
effectivement, hein, ici, c'est la fin des années 90, avec un taux de traitement qui avoisinait les 30% dans les unités de réanimation. On voit qu'il va diminuer à moins de 20%, mais on voit que c'est une pratique encore largement répandue. Alors, quels sont les effets neurologiques, par quel mécanisme, en fait, agit les corticoïdes et surtout la dexaméthasone à l'époque, puisque c'était celle qui était utilisée dans les traitements postnataux. Ce qui a été démontré, c'était une réduction de la croissance cérébrale avec des lésions de la substance blanche. Et c'est des études d'imagerie qui ont bien évalué cet effet délétère. Il y a bien sûr une évaluation avec une augmentation des infirmités motrices cérébrales, avec dans les hypothèses le rôle éventuel des sulfites comme neurotoxiques directs. Ça a été une piste qui a été bien discutée, qui maintenant n'a plus beaucoup d'intérêt. Et puis également confirmation du risque d'augmentation de la rétinopathie du prématuré. Alors, à côté de ça, il y a d'autres éléments importants qu'il faut signaler en association avec les traitements par corticoïdes. C'est les effets relativement à court terme, qui avaient été décrits. C'est les effets métaboliques, avec des hyperglycémies, des enfants qui sont intolérants, une intolérance glucidique rapidement après la mise sous corticoïdes. Des effets au niveau cardiologique, avec des hypertensions artérielles, cardiomyopathie hypertrophique, qui en général régressent à l'arrêt du traitement, mais qui peuvent avoir des conséquences hémodynamiques, des conséquences digestives, avec perforation digestive et une augmentation des entérocolites, un effet global sur la croissance, taille, poids, un effet sur la déminéralisation osseuse, avec, pour les enfants avec des cures très longues, un risque de fracture, et puis un risque d'insuffisance surrénalienne aussi à vie, pour certains enfants qui avaient été traités de façon très prolongée. Et puis le comble, finalement, c'est le retentissement sur le développement pulmonaire, parce que ces corticoïdes postnatales, ces cures, vont altérer en fait le phénomène physiologique de croissance pulmonaire avec l'alvéolarisation qui va être modifiée. Et donc finalement, sur un projet, sur une évolution à moyen et long terme, on peut penser que cette corticothérapie postnatale grève le pronostic respiratoire. Alors, il y a eu plusieurs méta-analyses intermédiaires jusqu'à aujourd'hui qui ont évalué toujours le bénéfice respiratoire, que ce soit les cures précoces avec un traitement dit préventif ou les cures tardives avec plutôt un traitement curatif. Donc ça, le bénéfice en termes respiratoires est bien établi, et puis confirmation du rôle délétère sur le développement neurologique. Alors, ce qui est intéressant sur cette méta-analyse-là, c'est qu'on voit ici, alors peut-être que vous ne voyez pas bien, ici c'est l'item paralysé cérébral, donc infirmité motrice cérébrale. On voit donc que dans le groupe corticoïde, on a une augmentation en fait, du risque de la paralysie cérébrale. Et quand on prend le critère combiné décès ou paralysie cérébrale, on n'a plus de significativité de cette différence. En fait, ce qui veut dire, c'est que les corticoïdes augmentent le risque de paralysie cérébrale, mais comme en parallèle, ils réduisent le risque de décès, le critère combiné décès ou paralysie cérébrale n'est plus différent entre les deux groupes. Le maléfice sur la paralysie cérébrale est contrebalancé par le bénéfice sur la réduction des décès. Alors, c'est cet aspect-là, en fait, qui a été évalué par Doyle et Hallyday en 2005. En fait, une notion importante quand on veut évaluer en fait, les conséquences de la corticothérapie sur la dysplasie bronchopulmonaire, c'est de savoir aussi quelles sont les conséquences propres de l'évolution des enfants avec une dysplasie bronchopulmonaire sévère. Donc la dysplasie en elle-même augmente la mortalité, augmente différents éléments du parcours respiratoire, mais un élément très important, c'est que cette dysplasie va également gréver le pronostic neurologique et qu'elle augmente le risque de paralysie cérébrale et le risque de séquelles neurologiques. Donc en fait, il y a un dilemme en disant oui, on ne peut pas mettre de corticoïdes parce qu'on va augmenter le risque d'altération du devenir neurologique,
mais en même temps la dysplasie qu'on pourrait améliorer par les corticoïdes, elle va aussi, pour son propre compte, augmenter le risque de mauvaise évolution neurologique. Donc, pour essayer d'évaluer un petit peu ce bénéfice-risque des corticoïdes, il y a eu cette étude qui a repris donc, toutes les études randomisées contrôlées et qui a évalué l'effet des corticoïdes postnataux sur un critère combiné décès ou paralysie cérébrale rapporté en fait à l'incidence de la dysplasie bronchopulmonaire. Et en fait, ce qu'ils mettent en évidence, c'est que dans les situations où l'incidence de la dysplasie bronchopulmonaire est relativement faible, on a un effet délétère de la corticothérapie postnatale. S'il n'y a pas de dysplasie, si on met des corticoïdes, on va aggraver le pronostic neurologique. Par contre, à partir du moment où on a une incidence très élevée de la dysplasie bronchopulmonaire, le fait de mettre des corticoïdes va plutôt être un élément positif sur le critère de jugement décès ou paralysie cérébrale. Donc, tout ça pour introduire la notion qu'il y a probablement un bénéfice dans certaines populations très à risque de mettre en place une corticothérapie postnatale. Alors, dans quelle population on pourrait imaginer qu'on ait un bénéfice? Il faut revenir à la présentation actuelle de la dysplasie bronchopulmonaire. Le paysage de la dysplasie a changé avec l'amélioration de nos pratiques, le surfactant, les stratégies de ventilation non invasive, les soins de développement, tout ça font qu'on n'a plus le tableau initial, mais on a plutôt une maladie qui va être moins sévère, mais avec une évolution plus progressive, et surtout qui va toucher une population très différente, puisque maintenant, si on regarde l'épidémiologie actuelle de la dysplasie, vous voyez que sur les moins de 1500 grammes, il y a 1,5% des prématurés. Par contre, sur les moins de 750 grammes, ce qui correspond aux moins de 26 semaines, on a une incidence très très élevée de cette dysplasie bronchopulmonaire. Donc probablement que c'est cette population-là qui va pouvoir bénéficier éventuellement d'une corticothérapie. L'autre axe d'amélioration, c'est d'essayer de proposer des schémas thérapeutiques moins agressifs, avec moins de retentissement sur les différents effets délétères qu'on a vus, avec d'autres molécules. Et donc, la molécule qui a été la plus étudiée récemment, c'est l'hydrocortisone. Et l'hydrocortisone, pourquoi? Et bien là, si on regarde cette étude qui a été faite il y a un petit peu longtemps, en 2000, on voit que c'est l'évolution des enfants selon leur statut de dysplasie. On voit que là, les enfants qui n'avaient pas de dysplasie ont des taux de cortisol plus élevés que les enfants qui avaient une dysplasie à 5-7 jours. Donc, on a probablement un terrain à risque des enfants qui vont développer une dysplasie parce qu'ils ont un taux insuffisant de corticoïdes précocement. Donc, il y a un essai qui a été fait très récemment, l'essai Prémiloc, un essai multicentrique français qui a évalué le bénéfice de l'hydrocortisone précocement versus placebo dans une population très immature, qui a montré qu'il y avait une amélioration de la survie sans dysplasie, qu'il y avait une réduction de la dysplasie, et qui, très important, a regardé à 2 ans et a montré qu'il n'y avait pas d'effet neurologique délétère. Ce bénéfice est confirmé par d'autres études, mais attention, on reste avec certainement des effets secondaires à prendre en compte, notamment une augmentation du risque de perforation digestive, une augmentation des sepsis dans ces populations traitées. L'hémisuccinate après 7 jours, rapidement, pas de bénéfice sur une étude récente. La corticothérapie inhalée, il y a eu un essai très récent qui n'a pas montré de bénéfice et surtout qui a montré à 2 ans une augmentation de la mortalité. Donc ça ne semble pas être une stratégie possible, enfin en tout cas avec les données actuelles. Et pour finir, voilà un petit peu une synthèse à la fois des données récentes et des recommandations de la Cochrane 2017 et des recommandations françaises de l'ARS en 2010. Pour ce qui concerne la corticothérapie postnatale, en traitement préventif, donc un traitement précoce, après 28 semaines, dans une population où le risque de dysplasie bronchopulmonaire est faible, pas d'indication. Dans la population la plus immature, les moins de 28 semaines, elle est possible sur les arguments notamment de Prémiloc, mais il y a toujours cette discussion balance bénéfice-risque. Là, on a une augmentation des perforations digestives, on a une augmentation des risques infectieux. Et en tout cas, si on la débute,
un schéma donc, débuté précocement, puisqu'on a vu qu'après J8, ce n'est pas efficace, avec de l'imisuccinate pour un temps 10 à 15 jours, avec une décroissance progressive. Pour le traitement curatif, hein, c'est-à-dire avec des signes d'évolution, de mauvaise évolution respiratoire et de signes de gravité, avant J21, pas conseillé parce que une période assez précoce dans l'évolution neurologique, donc pas conseillé. Après J21, possible. Il faut toujours informer les parents de la balance bénéfice-risque, donc il faut avoir leur acceptation, et toujours choisir un schéma le plus court possible, avec des doses cumulées les moins importantes possibles, et avec un objectif court, c'est-à-dire l'objectif, ça va être d'extuber les enfants et de les rendre autonomes, enfin de les rendre en ventilation non invasive et de ne pas proposer de cure prolongée. Et la molécule possible, inhalébunésonide, on n'a pas beaucoup d'éléments dans la littérature, mais c'est une alternative possible. Et puis, en termes de corticoïdes systémiques, de la bêta-méthazole ou de l'imisuccinate. Voilà, donc au final, les corticoïdes, ça reste très débattu. Il y a des éléments qui quand même laissent à penser qu'il y aurait une place pour certaines populations très à risque de dysplasie bronchopulmonaire, mais la difficulté, c'est de trouver le bon équilibre. Je vous remercie. Merci Juliana, donc je te propose d'enchaîner avec les stratégies moins invasives, l'installation de surfactants, puis on fera la discussion du coup. Alors, c'est moi qui commande ou... Alors on va rester dans le domaine de la prématurité, voire de l'extrême prématurité, pour parler des nouvelles techniques d'administration du surfactant. Voilà, Lisa, Winchmoor, et comment choisir et quelle est leur place respective. Donc, pour revenir un petit peu sur l'historique de la prise en charge des nouveau-nés avec une détresse respiratoire, nouveau-nés prématurés, hein, la révolution du surfactant en 1980. Dans les années 2000, la prise de conscience des risques associés à la ventilation mécanique en termes d'évolution vers une maladie chronique de dysplasie bronchopulmonaire. Et donc, début des années 2000-2005, c'est la mise en avant d'une place précoce de la CPAP comme alternative à l'intubation surfactant. Donc, c'est l'ère des études qui ont proposé une prise en charge précoce et en salle de naissance par de la CPAP. Du coup, en décalant éventuellement le surfactant de façon un petit peu plus retardée. Les résultats de ces stratégies de CPAP précoce ont été assez discordantes, en tout cas n'ont pas mis en avant l'avantage clair de la CPAP comme seule stratégie de prise en charge précoce. Et l'hypothèse a été que probablement cette stratégie retardait l'administration du surfactant de quelques heures, et que ça pouvait être une explication à l'absence d'efficacité supérieure sur la stratégie conventionnelle. Donc les principales conclusions des années 2010 en termes de prise en charge de la maladie membranialine, c'est que les prématurés doivent être intubés pour syndrome de détresse respiratoire et bénéficier du surfactant. Cette administration doit se faire le plus tôt possible, et si possible avant 2 heures de vie, et qu'il faut favoriser le sevrage et une extubation rapide. Ça, c'était les conclusions en 2010, oui. Et donc cette association surfactant précoce, extubation et CPAP, extubation rapide et CPAP, en fait, ce sont les composantes de l'INSURE, qui est donc l'acronyme de intubation, surfactant, extubation, qui pouvait permettre une réponse adaptée pour allier ces 3 impératifs. Donc la première description de l'INSURE, ça a été fait en 1994 par le Danois Werner, et puis il y a eu en 2007 une méta-analyse avec quelques études qui ont montré un bénéfice en termes de réduction de la ventilation mécanique de la technique INSURE versus une technique conventionnelle. Mais il reste quand même une intubation, et donc il y a une autre technique qui a vu le jour progressivement, qui est celle de l'administration mini-invasive de surfactant sans intubation,
alors qui peut se trouver dans la littérature comme la MIS, la minimale invasive surfactant traitement, ou le LISA, less invasive surfactant administration. Et donc qui va tenter de combiner les avantages d'une CPAP précoce et d'un surfactant précoce sans ventilation mécanique. Alors c'est toujours le même Danois qui a pour la première fois décrit cette stratégie. Donc, rappelez ici que le LISA et l'INSURE sont deux méthodes d'administration du surfactant et qu'elles ont les mêmes indications de surfactant qui ne changent pas. Alors ça, c'est les dernières recommandations dont je pense Umberto va parler plus tard, qui sont aujourd'hui la maladie des membranes hyalines, qui est en échec de CPAP seule avec une CPAP à 6 cm d'eau, et pour des besoins d'oxygène définis au-delà de 30%. Alors, si on regarde en pratique la méthode INSURE, donc les enfants sont donc stabilisés, comme on l'a vu précédemment, en CPAP avec une FiO2 supérieure à 30%. Donc, on définit les besoins d'une administration de surfactant. Donc, la préparation du matériel nécessaire, c'est le matériel pour une intubation, le surfactant, le ventilateur pour une ventilation mécanique, qui peut être un ventilateur manuel, en sachant que la prémédication selon le protocole du service et la citrate de caféine qui va être nécessaire dans les premières heures de vie, donc on va faire si elle n'a pas déjà été faite. Donc la prémédication, la sédation, analgésie et l'atropine. On va donc intuber l'enfant, le ventiler en même temps qu'on instille le surfactant, enfin, on ventile et récupère, on instille le surfactant, et une extubation rapide. Donc dans la définition de l'INSURE, l'extubation, elle doit survenir le plus tôt possible et au maximum dans l'heure qui va suivre l'intubation. Et ça, c'est un élément très important, comme on le verra, c'est la difficulté qu'il peut y avoir d'extuber les enfants dans les suites de l'instillation du surfactant. La méthode LISA, elle diffère par le fait qu'on ne va plus intuber les enfants, mais on va administrer le surfactant par l'intermédiaire d'un dispositif dédié, dont le diamètre va être beaucoup plus petit qu'une sonde d'intubation. Donc on peut imaginer que le traumatisme au niveau des cordes vocales et de la trachée est moindre. Et deuxième élément très différent, c'est qu'au travers de ce dispositif, on ne peut pas ventiler les enfants. Donc les dispositifs qui ont été utilisés au cours de ces dernières années d'avènement de cette technique, ça a été historiquement le cathéter artériel, c'est les Australiens d'Argani qui a décrit cette méthode avec ce cathéter. Donc vous voyez qu'il est un tout petit cathéter de 5 French qui est introduit dans la trachée. Et puis il y a eu d'autres dispositifs, il y a la sonde gastrique possible, la sonde d'aspiration, et très récemment il y a un dispositif dédié qui a été conçu par le laboratoire Chiesi, qui est donc une petite sonde fine, graduée, qui est un petit peu rigide et déformable, et donc qui permet d'introduire ce cathéter dans la trachée par la bouche, et le caractère déformable et relativement rigide fait qu'il est très facile de l'introduire sans pince de magie, donc avec une technique de catétérisation de la trachée qui est plus simple. Alors, dans la pratique, comment on fait un LISA? Donc l'enfant, pareil, au départ, est stabilisé en CPAP avec une FiO2 supérieure à 30%. Donc, le matériel, c'est donc le matériel d'intubation, sauf le tube, puisqu'il y a à la place le dispositif d'administration, le surfactant, la prémédication. Ça ne change pas, la caféine. Donc, on va prémédiquer l'enfant selon le protocole du service, on en reparlera. Donc, on va introduire ce système dans la trachée. Donc, il y a une laryngoscopie, forcément, pour de visu introduire le dispositif. Et ce qui est très important, c'est que pendant toute cette étape de catétérisation et d'administration du surfactant, l'enfant va rester ventilé avec la CPAP. Et donc,
poursuite de la ventilation en pression positive. L'instillation du surfactant se fait très lentement, en 2 à 3 minutes, et pour éviter les fuites et la persistance d'une PEP efficace, on va fermer la bouche de l'enfant et donc instiller très progressivement le surfactant. Et dès qu'on a fini l'instillation, on va purger le cathéter avec de l'air et on va immédiatement retirer le dispositif. Donc vous voyez, pas très facile. Donc là c'est la laryngoscopie avec l'introduction du dispositif. Et vous voyez, une fois que le dispositif est en place, un enfant reste ventilé, on tient le dispositif. Alors la difficulté c'est qu'on va instiller le surfactant sans contrôle visuel de sa position en intra-trachéale. Et donc il y a un repère qu'il faut avoir fait avant, à peu près approximativement de la bonne longueur. Et c'est vrai que les graduations qui sont établies sur le dispositif de Chiesi est relativement pratique aussi pour ça. Alors si on fait un petit peu un tableau sur les avantages et les inconvénients des deux techniques, pour la méthode LISA, le principal avantage, c'est d'éviter toute ventilation mécanique invasive et le maintien d'une PEP possible pendant toute la procédure. On évalue que le geste est moins traumatique du fait du dispositif. On a le plus souvent pas besoin d'une pince de magie, ça dépend du dispositif choisi. Les inconvénients, c'est qu'on risque, comme le cathéter est introduit sans contrôle de la vie et avec une fixation qui peut être difficile, on risque de bouger et de déplacer le cathéter qui ne va plus être en intra-trachéal et donc faire une instillation en intra-ésophageien. Le risque aussi, si on pousse trop vite le surfactant, c'est qu'il y ait un reflux du surfactant à l'extérieur de la glotte, donc reflux d'une régurgitation et donc perte d'un certain volume de surfactant. Et cette technique est relativement, nécessite en tout cas une formation particulière des équipes, et donc ça ne s'improvise pas, et donc ça peut être un élément de frein par rapport à une application et une diffusion dans l'équipe. Il y a forcément une laryngoscopie, et puis la discussion de la sédation et l'analgésie se pose par rapport à un risque d'effets secondaires de la sédation, parce que bien sûr, il faut que les enfants continuent à ventiler spontanément, puisqu'ils ne sont pas ventilés dans les suites du geste. Pour l'INSURE, les avantages, c'est la poursuite possible, justement, en opposition d'une ventilation mécanique si l'enfant a des effets secondaires de la sédation. Il n'a pas de ventilation spontanée efficace après la sédation. On va pouvoir continuer la ventilation jusqu'à ce qu'il récupère sa ventilation spontanée. Il y a possibilité de maintenir la ventilation si on instille le surfactant par un canal latéral, mais ça, il faut disposer de la sonde. Et comme inconvénient, le principal, c'est qu'on va, même si c'est sur une durée brève, poursuivre une ventilation, on va appliquer une ventilation invasive pendant la durée de l'intubation. Et comme je vous disais, parfois, la ventilation peut se prolonger parce que l'enfant a des effets secondaires de sa sédation, ou on décide de poser le cathéter veineux ombilical, donc on traîne un petit peu, et il y a des INSURE qui peuvent se transformer en véritable ventilation mécanique et instillation en mode conventionnel. Il y a toujours une laryngoscopie, et le problème de la sédation analgésie se pose également. Donc, quelle est la meilleure technique? Est-ce qu'on a des éléments de réponse dans la littérature? Certains. Alors, rapidement, ça c'est une méta-analyse qui a comparé 2 à 2 des techniques de ventilation en évaluant comme critère de jugement le décès ou dysplasie. Donc, c'est une méta-analyse en réseau, donc en fait, il y a eu 21 études qui ont comparé différents systèmes de ventilation 2 à 2 et qui, dans les résultats, montrent que si on compare l'INSURE et l'ISA par rapport à une ventilation de référence, qui est la ventilation mécanique, on voit que les deux techniques diminuent en fait le risque de décès ou dysplasie bronchopulmonaire.
Quand on compare les deux techniques par rapport à la CIPAP, on voit que seule la méthode LISA améliore ce devenir de décès ou de dysplasie bronchopulmonaire. Et quand on compare les deux techniques 2A2, on voit qu'il n'y a pas de différence sur cette étude. Donc cette étude a été assez critiquée sur le plan méthodologique, donc ces résultats sont à prendre avec précaution. Il y a une étude randomisée contrôlée qui a comparé vraiment les deux techniques, LISA versus INSURE, une étude turque, sur une population d'enfants de moins de 32 semaines, qui a montré en fait une réduction en fait, de la ventilation mécanique dans le groupe LISA versus INSURE de façon significative. Et en résultat secondaire, ils ont même démontré une amélioration de la dysplasie bronchopulmonaire dans le groupe LISA. Et il y a une méta-analyse très très récente qui a repris les études qui avaient comparé les deux techniques LISA et INSURE. On voit qu'en termes de mortalité, dysplasie bronchopulmonaire, il n'y a pas de différence entre les deux méthodes. Par contre, en termes de dysplasie bronchopulmonaire ou décès, on voit que la technique, alors TCA c'est fine cathéter administration, donc le LISA, on a une réduction de la dysplasie bronchopulmonaire ou décès par rapport à l'INSURE, et il y a une réduction aussi de la ventilation mécanique appliquée au cours des 72 premières heures. Donc il y a certains éléments qui font penser que la technique LISA est supérieure à l'INSURE dans des populations d'enfants relativement matures, puisque j'ai oublié de vous dire que ces enfants avaient un terme d'inclusion, c'était moins de 32 semaines. Maintenant, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est au sein de la population la plus immature, qui est probablement celle pour laquelle on a envie au maximum de limiter la ventilation invasive sur des poumons très matures, on a envie de comparer les deux techniques. Alors ça, il n'y a pas d'études disponibles aujourd'hui, mais par contre, il y a des études en population, notamment les Allemands qui font beaucoup d'INSURE, donc qui ont repris sur une période très, très importante, donc 7 ans, leurs données, et qui montrent en comparant donc, des enfants qui ont une prise en charge sans surfactant du LISA ou une technique classique, le devenir de ces enfants. Alors bien sûr, ce n'est pas une étude randomisée contrôlée, donc les groupes ne sont pas comparables. On voit bien que les enfants qui n'ont pas besoin de surfactant à la naissance sont plus matures et sont plus gros. Mais ce qui est intéressant, c'est de comparer les enfants qui ont reçu du LISA ou qui ont reçu du surfactant par mode conventionnel. Et donc dans le devenir, on voit que si on compare donc ces deux colonnes 2A2, on voit qu'il y a une réduction avec la technique LISA, il y a une réduction des sepsis, il y a une réduction des infections pulmonaires, des hémorragies intraventriculaires de grade sévère, des leucomalacies, de la nécessité de fermer le canal par voie chirurgicale, des rétinopathies, de la dysplasie, de la décès ou dysplasie et des décès. Donc beaucoup d'éléments améliorés par la technique LISA, et à contrario un élément négatif, puisqu'il y a une augmentation significative des perforations intestinales focales dans les enfants qui ont été traités par le LISA. Autre élément de réponse, toujours les Allemands qui ont là cette fois-ci fait une étude rétrospective cas témoins, en appariant en fait des enfants sur beaucoup d'éléments pour les rendre comparables, et donc qui ont comparé donc, le LISA versus contrôle. Là aussi, ils montrent une amélioration en termes de dysplasie, en termes d'hémorragie cérébrale, de rétinopathie et sévère et de survie des enfants sans complications. Donc, ces éléments de réponse font penser qu'il y a quand même, pour la population des plus immatures, un bénéfice à la prise en charge avec la technique LISA. Alors ça, c'est en conclusion les recommandations européennes de 2017, que j'ai repris juste sur l'aspect administration du surfactant. La technique INSURE était envisagée en échec de la CIPAP quand il y avait besoin de surfactant. Et puis les dernières recommandations qui viennent de paraître donc, il y a quelques mois, où là, la technique LISA est la méthode maintenant qui doit être privilégiée pour l'administration du surfactant chez les enfants qui gardent une ventilation spontanée, donc les enfants qu'on vient de voir.
Donc rapidement, la faisabilité, là il n'y a pas beaucoup d'éléments dans la littérature. On sait qu'il y a un risque d'échec, là encore, si on n'a jamais fait cette technique. Hein. Donc il y a un apprentissage à faire. Et en termes d'effets secondaires, il y a des effets secondaires décrits, hein, qui sont en général ceux rapportés à une administration de surfactants. Donc le message, c'est nécessité de former les opérateurs. Et il y a un réel bénéfice, hein, à avoir un dispositif qui simplifie la manœuvre, notamment le LISA 4. Juste un petit mot de la sédation. Alors, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le débat de la sédation et de la prémédication avant intubation. On sait que c'est un geste douloureux. Il n'y a aujourd'hui pas de protocole recommandé de sédation pour intuber les enfants à la naissance. Il n'y a pas de consensus, on va dire. On ne dispose pas d'une molécule qui nous satisfasse complètement. L'intérêt, c'est bien sûr, avant tout, de prévenir la douleur de l'enfant et de faciliter le geste pour l'opérateur. Mais dans la balance négative, hein, on a peu de recul sur le développement à long terme de ces molécules et il y a des effets immédiats, hein, qui sont décrits avec chacune des molécules dont on dispose, notamment les troubles hémodynamiques et surtout, hein, les effets rémanents sur la diminution de la ventilation spontanée dans les minutes qui suivent l'administration de la sédation. Donc, il y a des protocoles variables de sédation-prémédication avant le LISA. Hein, quand les études ont été faites, c'est intéressant de voir les études d'évaluation du LISA. Hein, vous voyez que les études en musée contrôlée, la plupart ne proposaient aucune sédation avant la laryngoscopie du LISA. Hein. Il y a des études qui ont montré que c'était possible, hein, cette sédation, notamment titrée, mais qu'elle s'associait quand même à une augmentation des effets secondaires, notamment de la tolérance, avec une augmentation des épisodes de désaturation, hein, et de bradycardie. Donc, en conclusion, le LISA et l'INSURE sont deux méthodes d'administration du surfactant qui ont été démontrées comme associées à une réduction de la ventilation mécanique. Il y a plutôt des arguments scientifiques récents qui montrent un bénéfice du LISA versus l'INSURE, mais cette technique nécessite une formation des équipes médicales et paramédicales. Et ça reste un geste avec une laryngoscopie, donc on aurait envie, hein, d'avoir une perspective d'administration par nébulisation qui n'est pas encore pour aujourd'hui. Donc pour la pratique, ce qu'on peut proposer, c'est que pour les enfants pour lesquels on pense qu'il y a un réel bénéfice à limiter, hein, la ventilation invasive, donc j'ai un peu arbitrairement fixé à moins de 30 semaines, et un centre qui est formé la pratique LISA, proposer le LISA. Pour les centres qui n'ont pas été formés, hein, proposer l'INSURE en attendant la formation. Et pour les enfants qui sont au-delà de 32 semaines, pour lesquels on pense qu'une ventilation brève n'a pas d'impact sur le devenir respiratoire et pour lequel on privilégie, hein, un confort de l'administration et notamment de la sédation analgésie, hein, plutôt préférer, hein, une technique INSURE, mais il n'y a aucune recommandation en ce sens dans la littérature, et l'INSURE n'est pas, le LISA, pardon, n'est pas contre-indiqué, hein, au-delà de 32 semaines. Je vous remercie.